Romy Schneider était l'une des actrices les plus aimées d'Europe, une star autrichienne qui s'est fait connaître dans le rôle de Sissi avant de devenir une icône du cinéma français. Mais derrière le glamour se cachait une femme hantée par le chagrin. En mai 1982, elle a été retrouvée morte dans son appartement parisien. Officiellement, il s'agissait d'une insuffisance cardiaque, mais aucune autopsie n'a été pratiquée. Et depuis, les rumeurs de suicide, de surdose et de désespoir silencieux ne se sont jamais arrêtées. Que s'est-il réellement passé pendant ces dernières heures, la femme idéale? Romy Schneider était bien plus qu'une star de cinéma. Elle était un phénomène. Née Rosemarie Magdalena Albach dans une illustre dynastie d'acteurs, le talent de Romy dépassait de loin son héritage familial. À 15 ans à peine, elle avait déjà conquis le public grâce à un mélange rare d'innocence et de magnétisme dans « Quand refleuriront les lilas blancs ». Un an plus tard, elle était déjà saluée comme la révélation la plus excitante du cinéma européen. Et pourtant, ce n'était que le début. Son rôle d'impératrice Élisabeth dans la trilogie Sissi allait définir toute une époque. À 17 ans, Schneider devenait le visage du cinéma autrichien, incarnant la grâce impériale avec une telle conviction qu'elle en laissait les spectateurs sans voix. La trilogie n'était pas seulement un succès, c'était un moment de culture, un conte de fées devenu réalité. Et pourtant, Romy, jamais satisfaite d'être enfermée dans un rôle, eut le courage de refuser le 4e volet de Sissi, renonçant à une immense fortune pour préserver sa liberté artistique. Cette décision audacieuse marqua sa transition de jeune star à véritable actrice. En France, Romy s'épanouit. Son déménagement ne fut pas qu'un simple changement de pays. C'était un acte symbolique. En embrassant le cinéma français et sa rigueur intellectuelle, elle commença à travailler avec certains des plus grands réalisateurs d'Europe. Visconti, Wells, Lauzet, Sautet. Elle parlait leur langue, au sens propre comme au figuré, et gagna le respect par la finesse de son jeu et la profondeur de ses émotions. Les Français virent en elle ce que Coco Chanel déclara un jour, l'incarnation ultime de la femme idéale. Ses performances dans la piscine, l'importance est d'aimer et une histoire simple furent bouleversantes. À chaque rôle, Schneider livrait une vulnérabilité brute et une intelligence féroce. Elle fut récompensée par 2 Césars et devint un trésor national en Allemagne comme en France. Romy Schneider n'était pas seulement adorée, elle était vénérée. Elle joua dans plus de 60 films sur 3 décennies, effaçant souvent la frontière entre personnage et âme. Il y avait dans sa présence quelque chose que les critiques ne parvenaient jamais à définir, quelque chose de musical, quelque chose d'éternel. Comme le disait Bertrand Tavernier, « Sautet parle de Mozart à propos de Romy. Moi j'ai envie de parler de Verdi, de Mahler. » Son héritage perdure, non pas simplement pour sa beauté ou sa célébrité, mais parce qu'elle a su rendre l'émotion inoubliable. Mais derrière l'élégance et les honneurs, la vie de Romy Schneider fut bien plus tragique que tous les rôles qu'elle a interprétés à l'écran. Sous la surface de la gloire, elle a enduré une vie de chagrin qu'aucune caméra ne pouvait capturer, une enfance enchaînée. La relation de Romy Schneider avec ses parents, surtout durant ses années formatrices dans les années 90, fut compliquée par l'absence, l'ambition et de profondes blessures émotionnelles. Née en 1938, quelques mois seulement après l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie, Romy passa ses premières années, non pas dans les bras de parents aimants, mais dans la solitude paisible du domaine campagnard de ses grands-parents. Ses parents, les acteurs Wolf Albach-Retty et Magda Schneider, étaient des étoiles montantes du cinéma sous le régime nazi, bien trop absorbés par leur carrière pour élever un enfant. À 1 mois à peine, Romy fut envoyée loin d'eux. À l'âge de 4 ans, ses parents étaient officiellement divorcés. Son enfance fut marquée par l'instabilité. Elle fut ballottée entre maison, école et institution. À 7 ans, elle fut inscrite dans un internat catholique strict,
dirigée par des religieuses. L'absence d'affection parentale laissa très tôt des traces. Romy avoua plus tard qu'elle se souvenait de peu de choses de son enfance, sinon de la solitude et de la pression d'être parfaite. « Je ne me souviens d'aucun moment heureux, juste le travail », déclara-t-elle un jour. Elle commença à jouer dans des pièces scolaires, non par passion, mais comme un moyen d'évasion. Un premier signe que jouer était, pour elle, moins une vocation qu'un instinct de survie. À 14 ans, Magda Schneider réapparut dans sa vie avec un objectif clair: façonner Romy en star. Magda avait été une actrice très aimée en Allemagne dans les années 1930 et 1940 et aurait entretenu une proximité troublante avec Hitler. Sa carrière avait ralenti après la guerre. Romy devait être son héritage. C'est Magda qui choisit le nom de scène de sa fille, ses premiers rôles, et qui apparut même à l'écran à ses côtés, notamment dans la trilogie Sissi, où elle incarnait sa mère. En privé, Magda contrôlait tout: les contrats, l'image, les interviews. Romy confessa un jour: « Ma mère ne m'a jamais demandé ce que je voulais. Elle ne demandait que ce qui était bon pour ma carrière. » Mais la maison familiale était encore pire. Après avoir épousé le riche homme d'affaires Hans Herbert Blatzheim à la fin des années 1940, Magda plongea Romy, alors adolescente, dans un environnement de plus en plus inquiétant. Blatzheim devint également son agent, prenant en main son avenir professionnel. Des décennies plus tard, dans une interview de 1976, Romy fit une confession bouleversante: « Il me regardait comme s'il voulait me déshabiller. J'étais terrifiée. » Elle décrivit avoir vécu dans un état constant de défense, se sentant traquée par celui qui était censé la protéger et abandonnée par la mère qui aurait dû l'en empêcher. Pendant toute son adolescence, Magda maintint Romy enfermée dans un monde de performance et de contrôle. Malgré sa fulgurante ascension à la célébrité à 17 ans grâce à Sissi, Romy aspirait en silence à l'autonomie. Elle finit par se libérer en partant s'installer en France à la fin des années 1950, où elle allait construire sa propre identité, loin de l'ombre de sa mère et des fantômes de son enfance. La malédiction de Sissi. « Je suis une femme brisée de 42 ans. Mon nom est Romy Schneider. » Cette confession bouleversante, faite 1 an avant sa mort, fut la dernière tentative de Romy pour séparer son vrai moi du mythe que le monde refusait de laisser mourir. Pour des millions de personnes, elle serait toujours Sissi, la jeune impératrice radieuse qui illuminait l'écran d'une beauté de conte de fées et d'une innocence immaculée. Mais pour Romy, cette image devint une prison. À seulement 17 ans, Romy Schneider devint une sensation internationale grâce à son interprétation de l'impératrice Élisabeth d'Autriche dans Sissi. Le film, suivi de 2 suites, la propulsa au sommet de la célébrité et fit d'elle une icône. Mais ce succès eut un prix. Le public chérissait la Sissi de fiction au point d'exiger que Romy reste figée dans cette image, éternellement jeune, élégante et épargnée par la douleur. Lorsque les producteurs proposèrent de poursuivre la série avec 6 volets supplémentaires, Romy refusa. Elle savait ce que le monde ne voulait pas entendre. « Je ne suis pas Sissi, je ne l'ai jamais été. » Elle partit pour la France en quête de liberté artistique et d'identité. Au fil des décennies, elle bâtit une œuvre remarquable, remporta 2 Césars et travailla avec des légendes du cinéma. Pourtant, l'ombre de Sissi persistait. Peu importe le nombre de rôles audacieux, bruts et complexes qu'elle incarnait, le public continuait de la voir comme la reine de contes de fées. « Ce rôle m'a apporté la gloire », disait-elle à propos de Sissi, « mais il m'a aussi volé ma vie. » Les amours qui l'ont brisée. La présence de Romy Schneider à l'écran était lumineuse, captivante, élégante, inoubliable. Mais derrière les personnages mythiques et les acclamations internationales, il y avait une femme en quête de quelque chose de bien plus insaisissable que la célébrité. Un amour vrai, durable. Son premier grand amour fut Alain Delon, l'homme qui allait façonner, et finalement briser, son univers émotionnel. Ils se rencontrèrent
en 1958 lors du tournage de Christine, alors que Romy n'avait que 20 ans. Elle était déjà une grande star, célèbre dans toute l'Europe pour son rôle d'impératrice Élisabeth dans la trilogie Sissi. Delon, en revanche, était un inconnu séduisant, ténébreux, issu d'un milieu modeste, arrogant, magnétique. La mère de Romy le désapprouva immédiatement. Il n'était pas raffiné, il n'était pas allemand, et il n'était certainement pas le gendre respectable que Magda Schneider avait imaginé pour sa fille. Mais Romy s'en moquait. Avec Delon, elle se sentait vivante, libre, adulte pour la première fois. Ils tombèrent éperdument amoureux. Romy suivit Delon à Paris, espérant échapper à l'image de l'impératrice fragile et se réinventer en actrice sérieuse. La presse française les surnomma les fiancées de l'Europe. Leur amour semblait mythique, mais derrière les portes closes, leur relation était chaotique et instable. Les disputes étaient fréquentes, et la carrière de Delon commença à éclipser celle de Romy. À mesure que sa célébrité grandissait, son infidélité aussi. En 1964, alors que Romy tournait aux États-Unis, elle rentra chez elle et trouva un appartement vide, un bouquet de roses et une lettre d'adieu. Delon l'avait quittée pour l'actrice Nathalie Barthélémy, enceinte de son enfant. « Je pars pour le Mexique avec Nathalie », avait-il écrit. Romy fut anéantie. Elle tenta de se suicider en se taillant les veines, mais fut sauvée de justesse. Le public ne vit jamais sa douleur. Il ne vit qu'une star glamour. Mais Romy ne se remit jamais tout à fait de cette trahison. Elle dira plus tard, « Après Alain, je n'ai plus jamais été la même. » Dans les années suivantes, elle s'enfuit à Berlin pour tenter de reconstruire sa vie. En 1966, elle épousa l'acteur et metteur en scène allemand Harry Meyen. En apparence, Meyen semblait stable, cultivé, mature. Survivant d'un camp de concentration nazi, il était profondément marqué, mais aussi intelligent et attentionné. En 1967, Romy donna naissance à son premier enfant David et décrivit cette période comme la plus heureuse de sa vie. Elle fit une pause dans sa carrière, se consacra entièrement à la maternité et, pour un bref instant, se sentit en sécurité. Avec Harry, j'ai retrouvé un équilibre. Il me protégeait, disait-elle. C'est la seule période où je me suis sentie vraiment en paix. Mais des fissures apparurent. Meyen devint distant, lunatique, de plus en plus froid. Au début des années 1970, leur mariage se délita. Ils se séparèrent en 1972 et divorcèrent en 1975. 4 ans plus tard, dans un drame bouleversant, Meyen se pendit. Romy, rongée par la culpabilité, se sentit responsable. David, âgé de 12 ans à peine, se retrouva orphelin de père. Et Romy porta ce chagrin jusqu'à sa mort. Dans une tentative de reconstruire sa famille, Romy entama une nouvelle relation, cette fois avec son secrétaire privé, Daniel Biasini. Ils se marièrent en 1975 et Romy donna naissance à leur fille, Sarah. Mais le mariage se détériora rapidement. Des proches affirmaient que Biasini manquait de profondeur, qu'il était davantage attiré par la célébrité de Romy que par sa personne. Il était aussi connu pour sa jalousie et son comportement contrôlant. Romy commença à boire de plus en plus. Elle se sentit de nouveau piégée. « J'ai voulu tout avoir. L'amour, la carrière, les enfants, le bonheur sous un même toit, » avoua-t-elle. « Ça n'a pas marché la première fois, alors j'ai recommencé, mais ça ne marche jamais. » Durant cette période, la carrière de Romy prit un tournant plus intense. Elle joua des rôles d'une émotion à vif, comme dans « L'important, c'est d'aimer », qui lui valut son premier César. Ses performances devinrent d'une vulnérabilité bouleversante, souvent miroir de ses souffrances réelles. Elle se saignait dans ses personnages. « On ne joue pas une douleur pareille », déclara un réalisateur. « On la vit. » Et malgré tout, Alain Delon resta une présence persistante. Bien que leur histoire ait fini en déchirure, ils ne coupèrent jamais tout contact. En 1969, le réalisateur Jacques Deray
les réunit dans la piscine. Un drame psychologique torride qui relança les rumeurs de retrouvailles. Leur alchimie à l'écran était électrique, indéniable. Romy était mariée, Delon ne l'était pas, mais leur connexion demeurait intime. « Elle était mon amour éternel », confiera Delon plus tard. « On ne s'est jamais marié, mais on en avait l'impression. On a vécu un mariage sans papier. » Mais Delon ne revint jamais, du moins pas comme elle l'espérait. Et Romy, malgré toutes ses tentatives d'aller de l'avant, ne cessa jamais de comparer tous les hommes à lui. Cette comparaison empoisonna son second mariage, l'isolant encore davantage. Même en élevant sa fille et en essayant de maintenir sa carrière à flot, le vide émotionnel subsistait. Dans le dernier chapitre de sa vie, Romy Schneider trouva une paix fugace dans les bras du producteur de cinéma, Laurent Pétain. Plus jeune qu'elle et éloignée du chaos de ses amours passés, Pétain offrit à Romy une stabilité émotionnelle qu'elle n'avait jamais connue. Leur relation commença au début des années 1980, après l'effondrement de son second mariage. Contrairement à ses anciens compagnons, Pétain ne chercha ni à exploiter sa renommée, ni à la contrôler. Il resta simplement à ses côtés. La dernière goutte de chagrin. En 1981, Romy Schneider était une femme brisée par le chagrin, la maladie et la perte, traversant le chapitre le plus cruel de sa vie. Cette année-là, les médecins lui annoncèrent qu'elle avait une tumeur au rein, sa deuxième alerte majeure après l'ablation d'un rein en 1979. L'impact physique était immense. Elle souffrait de douleurs chroniques, d'insomnie et de vagues de fatigue épuisantes. Et pourtant, elle continua, apparaissant sur les plateaux, souriant en interview, faisant semblant d'aller bien. Mais quelque chose en elle se fissurait, et allait bientôt se briser complètement. Rien n'aurait pu préparer Romy à ce qui allait se passer cet été-là. David, son fils de 14 ans, le centre de son univers, rendait visite à ses beaux grands-parents lorsqu'il tenta d'escalader un portail en fer fermé à clé. Dans une tournure tragique du destin, il glissa. L'un des pics transperça le haut de sa cuisse, tranchant l'artère fémorale. Il se vida de son sang en quelques minutes. Les secours l'emmenèrent à l'hôpital, mais les dégâts étaient irréversibles. Romy s'effondra en apprenant la nouvelle. Elle n'avait pas parlé à David depuis plusieurs jours, pas depuis leur dernière dispute amère. Il avait refusé de partir en vacances avec elle et Laurent Pétain, son nouveau compagnon. Ce désaccord, un parmi tant d'autres entre une mère et son fils adolescent, allait devenir leur dernière interaction. Dans son cœur, Romy ne se le pardonna jamais. « Je l'ai renvoyé », confia-t-elle à une amie. « Il voulait vivre avec Daniel. Je l'ai laissé faire. Et maintenant, il n'est plus là. » Le chagrin l'engloutit. David n'était pas le premier à lui être arraché. Des années plus tôt, son ancien mari Harry Meyen, le père de David, s'était suicidé par pendaison à son domicile. Romy ne s'était jamais vraiment remise de cette perte non plus. « J'ai enterré mon mari. J'ai enterré mon enfant. Je suis toujours avec eux. Ils ne m'ont jamais quitté, » aurait-elle confié à une proche. Ses journées devinrent de plus en plus sombres. Elle cessa de s'alimenter régulièrement. Des bouteilles de vin vides envahirent les coins de sa maison. Les repas étaient retournés intacts à la cuisine. Elle restait assise en silence pendant des heures, écrivant parfois des lettres à David, des lettres que personne ne lirait jamais. Sur les plateaux, elle récitait ces lettres à haute voix, éclatant en sanglots au milieu des phrases. Ses partenaires ne savaient ni plus si elle jouait ou si elle pleurait réellement. Pour Romy, les deux étaient devenus indissociables. Professionnellement, elle trouva un refuge éphémère dans le travail. Elle retourna à l'écran pour achever le tournage de La Passante du Sans Souci, un drame politique hanté qui semblait refléter son monde intérieur, une histoire de perte, d'exil, de douleur muette. Simone Signoret, sa partenaire à l'écran, l'aurait encouragée à aller jusqu'au bout du tournage, comprenant que rester occupée pouvait la maintenir à flot. Mais tout le monde sur le plateau le voyait. Romy n'était plus la même. Son regard portait le poids de 1000 douleurs tues.
À cela s'ajoutait une autre blessure émotionnelle. Sa fille Sarah, née de son second mariage avec Daniel Biasini, entamait une carrière dans le cinéma. Mais avec elle venait le scandale. Sarah était impliquée dans une liaison avec un réalisateur marié. Bien que les tabloïds se soient acharnés sur Sarah, ils n'épargnèrent pas Romy, remettant en question son rôle de mère, ressuscitant d'anciennes accusations sur sa vie privée, et laissant entendre que la tragédie semblait coller à sa famille comme une malédiction. Ses amis tentèrent de l'aider. Michel Piccoli et d'autres proches l'exhortèrent à prendre du recul, à voyager, à s'éloigner des traumatismes. Laurent Pétain lui proposa même de longues vacances à l'étranger, loin de Paris, loin des fantômes qui hantaient chaque pièce. Mais Romy refusa. « Si je pars, lui dit-elle, David ne saura pas où me trouver. » Dans son esprit, son fils pouvait encore franchir cette porte. Elle devait rester là où il pourrait revenir. Durant ces derniers mois, le seul endroit où Romy semblait encore vivante, c'était sur un plateau. Les caméras tournaient, les projecteurs brûlaient, et soudain, elle redevenait quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui pouvait aimer, pleurer, sentir, sans conséquence. La dernière scène qu'elle n'a jamais pu terminer, et la fin était venue, silencieuse, aux premières heures d'un matin parisien, comme si son cœur avait enfin murmuré « Assez ». Le matin du 29 mai 1982, le monde se réveilla avec une nouvelle déchirante. Romy Schneider, l'étoile lumineuse qui avait captivé des générations, était morte à seulement 43 ans. Son corps, sans vie, fut découvert dans son appartement parisien par son compagnon, Laurent Pétain. Elle était affaissée sur son bureau, une cigarette encore entre les doigts, avec une lettre à moitié écrite posée sur la table. Elle était destinée à un magazine féminin dans lequel elle prévoyait d'annuler une interview. La phrase s'interrompait en plein mot. Le médecin légiste déclara rapidement un arrêt cardiaque et aucune autopsie ne fut pratiquée, prétendument pour préserver le mythe de Sissi. Mais qu'est-ce qui a vraiment tué Romy Schneider? Son cœur ou le poids de tous les chagrins qu'il portait? Certains pensaient à un suicide. D'autres parlaient d'un effondrement inévitable, résultat d'une lente détérioration physique et émotionnelle. Même Alain Delon, son ancien fiancé et éternel confident, pensait qu'elle s'était laissée mourir. « Elle m'a dit qu'elle n'en pouvait plus », déclara-t-il à Paris Match. « La vérité, c'est qu'elle est partie parce que David est mort. » Mais tout le monde n'était pas d'accord. Claude Pétain, ami proche de Romy et belle-sœur de Laurent, nia fermement les rumeurs. Romy ne s'est pas suicidée. Elle était heureuse, amoureuse, elle adorait sa fille, affirma-t-elle. Elle ne buvait plus. Elle avait des projets. Claude avait passé la dernière soirée avec elle. Elles avaient dîné, parlé tard dans la nuit. Claude lui proposa un somnifère pour l'aider à dormir avant une séance photo le lendemain matin. Romy refusa. « Tu sais que je ne prends plus ces trucs-là, » répondit-elle sèchement. « C'est pour ça que je ne dors pas. » Quelques heures plus tard, Claude reçut l'appel. Romy ne respirait plus. Mais en arrivant sur place, elle ne vit ni bouteille vide, ni trace de médicaments. Il n'y avait ni alcool, ni médicaments, insista-t-elle. J'en suis sûre. Malgré ce témoignage, le mystère persiste. Aucune autopsie. L'affaire fut classée rapidement. Mais les questions demeurent, sans réponse et probablement sans solution. Certains suggèrent un cœur affaibli par l'opération du rein l'année précédente. D'autres parlent d'un mélange fatal de pilules, d'alcool et de chagrin. En vérité, peut-être était-ce tout cela à la fois. Le chagrin n'apparaît pas sur un rapport médical, mais il tue, lui aussi. Les suites de sa mort furent aussi tragiques que sa vie. Romy Schneider fut enterrée à Roissy sans avoir, sous son nom de naissance, Rosemarie Halbach. Elle reposa dans un coin paisible d'un cimetière français, loin des projecteurs. Alain Delon, absent aux funérailles, fit un dernier geste d'amour. Il fit exhumer le corps de David pour l'enterrer à ses côtés. « Pour qu'elle ne soit pas seule », murmura-t-il. Plus tard, il écrira
On me dit que tu es morte, mais moi, je te vois dormir. Ich liebe dich, mi Puppele. Des amis, collègues et admirateurs venus de toute l'Europe vinrent lui rendre hommage. Réalisateurs, acteurs, écrivains, tous touchés par sa lumière. Elle avait travaillé avec les plus grands, Visconti, Sautet, Lauzet, Wells. Elle laissa derrière elle plus de 60 films. Elle remporta 2 Césars. Mais aucun trophée ne pouvait la protéger de la vie. Ses plus grandes performances ne furent pas en costume, mais dans sa façon de tenir bon, alors que tout autour d'elle s'effondrait. Au moment de sa mort, Romy était épuisée. Pas seulement physiquement, mais spirituellement. Elle avait dit un jour vouloir prendre sa retraite tôt, vivre à la campagne, cultiver des plantes, élever sa fille. « Je ne veux pas jouer jusqu'à 80 ans », confia-t-elle à la télévision française. « Un jour, je veux être grand-mère. » Mais la vie ne lui permit même pas ce petit rêve. Sa fille Sarah n'avait que 4 ans quand Romy est morte. Sarah Biasini deviendrait elle aussi actrice, mais l'ombre de la douleur de sa mère et de son héritage la suivrait. Dans les années qui suivirent, Sarah fit face à ses propres scandales publics et aux rumeurs des tabloïds. Et pourtant, l'image de Romy, déesse du cinéma, impératrice tragique, resta intouchable dans le cœur de millions de personnes. Elle devint un mythe, une icône, un symbole de beauté et de douleur fusionnés en une seule et même figure. 40 ans plus tard, le mystère autour de la mort de Romy Schneider hante encore les fans et les historiens. Était-ce un suicide? Un cœur brisé? Un organe défaillant? Ou une vie simplement marquée par trop de blessures? Une chose est certaine, elle était fatiguée. Fatiguée de perdre. Fatiguée de faire semblant. Fatiguée de sourire quand son âme criait. Peut-être qu'elle n'avait pas l'intention de mourir cette nuit-là, mais peut-être qu'au fond, elle était prête. Elle nous a quittés sur une phrase inachevée, une vie non résolue. Et même aujourd'hui, plus de 4 décennies plus tard, nous nous posons encore la même question. Romy a-t-elle choisi de quitter ce monde en silence? Ou bien est-ce le chagrin qu'elle fuyait depuis toujours qui a, finalement, choisi à sa place? Si son histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui se souvient de sa lumière. Laissez un like, abonnez-vous et dites-nous en commentaire.